Sí la he probado, pero llegar adicto no. Hace más de 20 años que no consumo ninguna droga. Cuando lo hizo fueron muy accidentales. Busca que no haya violencia. O sea, usted busca evitar la violencia como último. Solamente deja la violencia como último recurso. Pues yo lo que hago es defender. Imaginez la scène. Un restaurant chic et haut de gamme au cœur de Mexico. Le brouhaha des conversations soudainement étouffé par un danger silencieux. En 2016, les deux fils adolescents du légendaire baron de la drogue El Chapo furent enlevés par un chef rival, Elenio, autrefois simple homme de main, devenu aujourd'hui un redoutable parrain. Cet enlèvement n'était pas un scénario de film, il fut le tournant qui ébranla le monde des cartels, forçant des ennemis à des alliances fragiles et révélant les brutales machinations politiques derrière les gros titres. Aujourd'hui, El Chapo sort enfin de son silence et partage ses réflexions mûrement réfléchies sur El Mencho, un autre titan de la pègre. Que dit le parrain capturé de son rival? Et comment cet enlèvement glaçant a-t-il façonné leur relation? Rejoignez-nous pour décrypter les événements bruts et réels qui ont mené à cette révélation et découvrez les dessous de la trahison, du pouvoir et de l'une des alliances les plus stupéfiantes de l'histoire des cartels. Accrochez-vous, c'est une place aux premières loges pour une histoire qu'aucun scénario hollywoodien ne pourrait égaler. Le monde des cartels mexicains est une tapisserie de pouvoir, de trahison et d'un appétit insatiable de domination. C'est un lieu où naissent les légendes, où les rivalités se forgent dans l'ombre et où la frontière entre amis et ennemis s'estompe en un clin d'œil. En 2016, une histoire s'est déroulée qui allait remettre en question toutes les hypothèses sur la loyauté dans la pègre, l'enlèvement de deux frères qui avaient repris l'empire de leur père. Cette nuit-là, une expérience gastronomique s'est transformée en une prise d'otage aux enjeux considérables, et les répercussions ont redéfini les alliances de manière inimaginable. Le premier nom à retenir est Eleno Osigua Cervantes, connu simplement sous le nom d'Eleno. Issu des rangs du cartel du millénaire, il s'est forgé une réputation aussi impitoyable que disciplinée. En 2010, il avait fait sécession pour créer le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, CJNG, un groupe qui allait devenir tristement célèbre pour ses tactiques militarisées. Embuscades de convois policiers, tirs de roquettes sur des hélicoptères et terreur semée au sein des forces de l'ordre. Il était, à tous égards, l'homme le plus dangereux sur la carte de la drogue du Mexique, un titre qui en fit une cible de choix pour la DEA. Face à lui se tenaient les Chapiteaux, deux frères qui avaient hérité non seulement d'un nom, mais aussi d'un vaste empire s'étendant des frontières du Mexique aux rues des États-Unis. Ivonne Archival Guzmán Salazar, l'aîné, affichait l'assurance d'un chef, tandis que son frère Jesús Alfredo Guzmán Salazar était son plus proche allié. Tous deux étaient connus pour leur étalage de richesses et leur propension à ouvrir le feu sur quiconque menaçait leur position. Lorsque leur père, le légendaire El Chapo Guzmán, fut arrêté et extradé, les rênes tombèrent entre les mains de ces deux jeunes hommes. Ils avaient grandi entourés de violence et avaient été préparés pour ce moment précis, leur vie étant une succession de risques calculés et de décisions brutales. Au début, le CJNG d'Eleno avait été une cellule satellite sous la coupe plus large d'El Chapo, opérant sur le même territoire que le cartel de Sinaloa dominé depuis longtemps. Mais à mesure que le CJNG grandissait, il poussa vers le nord, vers le Sinaloa, un mouvement qui signala la fin des anciennes alliances. Le vide de pouvoir laissé par l'absence d'El Chapo devint un creuset, transformant d'anciens alliés en adversaires. La tension entre les deux groupes couvait depuis des années, mais c'est en août 2016 qu'elle éclata en une violence dont on se souviendrait longtemps. Le soir du 15 août, les frères se trouvaient à Puerto Vallarta, une ville balnéaire située en plein territoire du CJNG. Ils choisirent de dîner dans un restaurant de luxe réputé pour son décor opulent et sa clientèle haut de gamme. Un choix audacieux qui allait vite se révéler être une erreur. Ils étaient entourés des signes extérieurs de la richesse, armes à feu plaquées or, voitures de luxe, une présence sur les réseaux sociaux qui transformait chaque mouvement en déclaration. Le restaurant était un microcosme de leur monde, lustres scintillants, sauces mijotantes et une foule d'hommes et de femmes tous vêtus des dernières modes. Pourtant, le calme était trompeur.
L'air était lourd de la tension qui s'était accumulée pendant des années, un sentiment palpable que la nuit pouvait basculer de la fête à la catastrophe à tout instant. Lorsque les ravisseurs firent irruption, la scène fut chaotique. Les frères furent faits prisonniers, retenus dans une pièce cachée au mur suffisamment épais pour étouffer tout bruit d'alarme. À l'intérieur, les visages des jeunes hommes n'étaient éclairés que par la lumière crue d'un unique plafonnier, un rappel cruel que leur liberté leur avait été arrachée par une force qui fut autrefois amie et était désormais ennemie. L'enlèvement n'était pas un acte de violence aléatoire, c'était un coup calculé, une déclaration politique d'Elino selon laquelle le CJNG était prêt à défier la domination du cartel de Sinaloa. Dans les coulisses, le CJNG orchestra un plan complexe pour obtenir la libération des frères. Ils utilisèrent leur influence sur un réseau de contacts s'étendant au-delà des frontières des États, incluant des fonctionnaires corrompus, d'anciens alliés et des cartels rivaux qui partageaient un intérêt commun à déstabiliser le cartel de Sinaloa. Les négociations se déroulèrent à voix basse, par l'intermédiaire de médiateurs qui parlaient en code, et la pression était immense. Les hommes d'Eleno savaient que les frères n'étaient pas seulement des otages de grande valeur, mais aussi une monnaie d'échange dans la guerre plus vaste pour les routes de la drogue et le territoire. La négociation atteignit un tournant lorsqu'une alliance surprenante émergea. Une faction qui avait autrefois combattu férocement le CJNG se retrouva du même côté qu'Eleno. Ce groupe était composé d'anciens membres du CJNG qui s'étaient désillusionnés du chemin violent qu'avait pris le cartel. Ils y virent une opportunité de regagner du pouvoir et, plus important encore, de protéger leurs propres intérêts. En s'alignant avec Eleno, ils lui fournirent des informations confidentielles sur les mouvements et les ressources des chapiteaux. En échange, ils négocièrent un passage sûr pour les frères afin qu'ils réintègrent le giron du cartel de Sinaloa, transformant ainsi une situation d'otage en un avantage stratégique pour les deux parties. La libération des frères ne fut pas simplement une opération de sauvetage, ce fut un moment de rééquilibrage politique. Les chapiteaux retournèrent à leur empire avec une prudence renouvelée. Ils avaient été contraints de faire face à la réalité que le nom de leur père n'était plus une garantie de protection. La libération fut accompagnée d'une série d'accords secrets qui solidifièrent un nouvel équilibre. Eleno, ayant prouvé sa capacité à prendre et à relâcher des otages, gagna le respect des factions rivales, tandis que les chapiteaux profitèrent de cette expérience pour renforcer leur emprise sur les territoires du cartel de Sinaloa. Ce qui suit est un exemple de la nouvelle ère que l'enlèvement a contribué à inaugurer, une trêve fragile qui permit aux deux factions de se concentrer sur l'expansion plutôt que sur une guerre intestine. Le CJNG continua de s'implanter sur de nouveaux marchés, utilisant l'expérience pour affiner ses tactiques, tandis que les chapiteaux profitèrent de l'opportunité pour reconstruire les réseaux de distribution de drogue qui avaient été déstabilisés par le chaos de l'enlèvement. Au final, la nuit qui avait commencé par un dîner somptueux devint un point de bascule, un moment où les anciennes règles de la pègre furent réécrites, où les alliances se forgèrent dans le creuset du conflit, et où un acte d'enlèvement apparemment simple eut des répercussions sur un continent entier de commerce illicite. C'est un rappel frappant que dans le monde des cartels, les frontières entre ennemis et alliés ne sont pas fixes. L'histoire d'Eleno et des chapiteaux n'est pas seulement un récit de violence, c'est une narration sur le pouvoir, la survie et les tournants inattendus qui définissent toute une génération de barons de la drogue. La nuit du 15 août restera gravée dans les annales de l'histoire des cartels, un témoignage de la façon dont un seul acte peut altérer le cours d'un empire et changer l'équilibre de toute une pègre. La nuit de ce funeste soir était loin d'être ordinaire. Alors que l'horloge dépassait 1h du matin, d'une escouade d'au moins 7 sicarios lourdement armés s'introduisit dans la célébration faiblement éclairée de Licey avec une précision trahissant une planification méticuleuse. Ils firent irruption sans tirer un seul coup de feu, un contraste frappant avec les démonstrations létales que les cartels déchaînent habituellement. Les caméras qui avaient capturé les rires et la musique de la soirée enregistrèrent un tableau glaçant. Des hommes armés encerclèrent la table, forçant 6 hommes à sortir, dont un, ou peut-être les deux, des fils d'El Chapo. La séquence montrait Yvonne et Alfredo ligotés au poignet, un pistolet pointé sur leur gorge. Un homme donnant un coup de pied violent aux côtes d'Yvonne avant de la jeter à terre. Les femmes présentes au dîner, indemnes et laissées sur place, regardèrent la scène se dérouler dans un silence stupéfait.
Leur sécurité soulignait que le raid n'était pas un assaut indiscriminé, mais une frappe calculée visant directement les hommes qui représentaient l'avenir du cartel de Sinaloa. L'opération fit une déclaration qui résonna à travers les frontières de Jalisco. Si El Mencho avait eu l'intention d'éliminer les frères sur le champ, les armes auraient tiré. L'absence de coups de feu, la retenue montrée envers les passants et la décision de capturer les hommes vivants, tout cela indiquait un message plus large. Le CJNG n'était pas seulement prêt à briser la famille du cartel de Sinaloa, mais aussi à le faire avec une démonstration de force et de précision ne laissant aucune place à l'interprétation. Des analystes mexicains en sécurité, tels que Gerardo Rodriguez, ont noté que cette action était une tactique psychologique calculée, un signe indubitable que le CJNG était prêt à exercer son pouvoir, qu'il n'était plus intimidé par l'héritage d'El Chapo. La nouvelle de l'enlèvement provoqua une onde de choc au Mexique. La police fédérale et l'armée, en urgence, inondèrent Jalisco et les États voisins, quadrillant les rues et les points de contrôle à la recherche de la moindre trace des frères. Les rumeurs allaient bon train. Certains chuchotaient qu'une guerre totale était imminente. Mais les cartels, comme toujours, étaient experts pour mener les négociations à huis clos. En une semaine, la nouvelle qu'Yvonne et Alfredo étaient vivants et indemnes émergea, un titre qui stupéfia à la fois les autorités et le public. Dans les coulisses, une négociation tendue était en cours, une partie d'échecs jouée dans des pièces obscures où le pouvoir et l'influence étaient échangés contre la vie des chapiteaux. Au cœur de la résolution se trouvait Ismael Elmo Zambada, le co-dirigeant du cartel de Sinaloa et un allié vétéran d'El Chapo. Son père étant incarcéré et le paysage politique changeant, Zambada assuma un rôle pivot. Il négocia la libération, garantissant le retour des frères sains et saufs au sein du giron de leur père. Les termes de l'accord, bien que jamais divulgués publiquement, impliquaient probablement des concessions qui renforcèrent la domination du cartel de Sinaloa sur certains territoires, un arrêt temporaire des hostilités et peut-être la cession de ressources spécifiques au CJNG. Le résultat fut une trêve fragile qui permit aux deux factions de suspendre leur campagne violente et de se recentrer sur l'expansion. L'acte audacieux d'El Mencho laissa les chapiteaux méfiants et le cartel de Sinaloa humilié. L'enlèvement avait démontré que l'influence d'El Chapo avait diminué. Ses fils étaient désormais exposés et le réseau autrefois invincible avait montré des fissures. Pour El Mencho, l'opération servit un double objectif. Premièrement, ce fut une audacieuse affirmation de pouvoir sur un parrain rival qui détenait encore une influence symbolique sur le trafic de drogue. Deuxièmement, cela força les Chapitos à affronter la fragilité de leur empire et à repenser leur stratégie de survie dans un paysage où les alliances changent comme le sable. Les propres réflexions d'El Chapo sur l'incident révèlent un mélange de fureur et de résignation. Dans une récente interview, il admit que l'enlèvement l'avait ébranlé au plus profond de lui, exposant la vulnérabilité de sa famille et de l'empire qu'il avait bâti. Il critiqua El Mencho pour l'audace de cibler la nouvelle génération, qualifiant cela de trahison des anciens codes qui régissaient la conduite des cartels. Pourtant, même en fustigeant son rival, il reconnut la nécessité d'une résolution diplomatique. Il salua l'intervention de Zambada, reconnaissant que la survie des Chapitos dépendait d'un équilibre délicat entre force et négociation. Selon ses propres mots, l'événement avait forcé le cartel de Sinaloa à prendre du recul, à réévaluer ses priorités et à accepter que le monde des cartels avait dépassé les hiérarchies rigides de l'ancienne garde. Les retombées de cette nuit-là remodélèrent la dynamique du pouvoir de la pègre. La démonstration publique de force du CJNG envoya des ondes à travers d'autres groupes criminels, les avertissant que le nouvel ordre pouvait être décisif. Pendant ce temps, le cartel de Sinaloa, bien qu'ébranlé, utilisa l'incident pour solidifier sa cohésion interne. Les frères revinrent avec une prudence retrouvée, comprenant que le nom de leur père n'offrait plus une protection absolue. Les deux cartels, désormais liés par une trêve fragile, se concentrèrent davantage sur l'expansion vers de nouveaux marchés que sur la lutte mutuelle, un changement qui redéfinit le paysage géographique et économique du trafic de drogue. Au cours des mois qui suivirent, l'enlèvement devint une étude de cas pour les universitaires et les forces de l'ordre.
Les analystes décortiquèrent l'exécution sans faille de l'opération. La décision d'éviter les tirs, le ciblage sélectif, l'extraction rapide des otages, autant de caractéristiques d'une frappe professionnelle conçue pour envoyer un message clair plutôt que pour tuer. Ils notèrent que l'absence même de violence était une déclaration plus puissante qu'une seule balle n'aurait pu l'être. L'événement mit en lumière la nature changeante de la guerre des cartels, où la domination psychologique peut primer sur la simple puissance de feu. El Mencho, désormais solidement établi comme un rival formidable, continua à exploiter le respect nouvellement acquis. Son style de leadership devint plus sophistiqué, se concentrant sur des frappes calculées qui déstabiliseraient les concurrents sans déclencher un conflit à grande échelle. Le cartel de Sinaloa, tirant les leçons de l'incident, renforça ses propres mesures de protection, mettant en œuvre des protocoles plus stricts pour la gestion des membres de la famille et des agents de grande valeur en territoire ennemi. Pour El Chapo, l'enlèvement fut un rappel amer de sa propre mortalité et de l'impermanence du pouvoir. Dans ses interviews, il parla de la fragilité de l'empire qu'il avait bâti, de la facilité avec laquelle les alliances pouvaient basculer et de la nécessité de s'adapter à un monde où les anciens codes n'avaient plus cours. Il exhorta ses anciens alliés à être plus vigilants, à reconnaître que la nouvelle génération de cartels, incarnée par des figures comme El Mencho, n'hésiterait pas à prendre des mesures audacieuses pour assurer leur position. La nuit du 15 août, autrefois un dîner somptueux, était devenue un tournant dans l'histoire des cartels. Elle exemplifiait comment un seul acte, calculé, audacieux et dépourvu de violence inutile, pouvait modifier l'équilibre des pouvoirs sur tout un continent. Elle révéla les frontières floues entre ennemis et alliés, soulignant que la survie dans le trafic de drogue dépend non seulement de la force brute, mais aussi de la stratégie, de la prévoyance et de la volonté de négocier, même lorsque l'enjeu est la vie ou la mort. L'héritage de cette nuit perdure, un témoignage saisissant de la nature imprévisible de la pègre et de l'impact durable d'une décision audacieuse. Elmo, le commandant chevronné qui avait longtemps guidé les opérations quotidiennes du cartel de Sinaloa, eut la clairvoyance d'empêcher que l'étincelle ne se transforme en guerre ouverte avec le CJNG. Dans les jours qui suivirent la nuit où les chapiteaux furent enlevés, des journalistes du cercle de presse de Sinaloa révélèrent qu'Elmo avait tendu la main. Des journalistes interrogés pour un journal local affirmèrent qu'il avait rencontré en secret Eleno, le frère qui avait orchestré l'enlèvement, et qu'il avait conclu un accord qui ramènerait les fils à la maison sans effusion de sang supplémentaire. Un directeur de journal respecté, citant 3 sources indépendantes, confirma qu'Elmo avait été une figure centrale de ces négociations. Les 2 frères kidnappés étaient devenus des monnaies d'échange dans un jeu d'influence qui s'étendait au-delà de la famille, jusqu'à la structure même des alliances des cartels. Les termes de l'accord sont encore entourés de mystères, mais les murmures dessinent le tableau d'un échange aux enjeux considérables. Une somme importante, réputée être une rançon qui éclipsait les paiements typiques du trafic de drogue, fut versée au CJNG. En outre, il y avait probablement des stipulations concernant des concessions territoriales et une promesse de cesser les hostilités. Même derrière les barreaux, El Chapo lui-même a sanctionné un pacte qui échangeait de l'argent et des actifs contre la sécurité de ses fils. Elmo, qui avait été auparavant considéré comme le pilier maintenant l'intégrité du cartel de Sinaloa, put obtenir ce qu'il désirait sans effusion de sang. Cependant, le retour des frères n'apporta pas une paix durable. Dans les jours suivant leur libération, la violence éclata de nouveau, mais cette fois de manière chirurgicale. Des hommes armés ciblèrent le neveu d'Elmo à Culiacán, un acte brutal que beaucoup interprétèrent comme un avertissement du CJNG à la famille Zambada. L'attaque signalait qu'un accord, aussi astucieux soit-il, ne pouvait effacer la rivalité profondément enracinée. Le message était clair, la force du CJNG restait intacte et la direction de Sinaloa faisait désormais face à un adversaire presque aussi redoutable qu'eux-mêmes. Les mois qui suivirent virent le CJNG s'étendre agressivement, tandis que le cartel de Sinaloa se fracturait sous la pression des divisions internes. 3 factions firent surface, les loyalistes d'Elmo, les Los Chapitos dirigés par les jeunes frères et d'autres groupes dissidents qui se disputaient l'influence. La hiérarchie autrefois solide se désintégra, rendant le cartel plus vulnérable aux menaces extérieures. Pourtant, la pègre est un endroit où la survie dépend autant des alliances changeantes que de la puissance de feu. Au début des années 2020, la carte des cartels mexicains avait de nouveau changé.
Les fils d'El Chapo, dans un geste qui choqua les observateurs, avaient kidnappé Elmo et l'avaient livré aux autorités américaines. Cette trahison enflamma la faction de Mayo, qui considéra l'acte comme une rupture de leur partenariat de longue date. Les luttes intestines qui en résultèrent accentuaient la scission, créant un champ de bataille au sein même du cartel. D'un côté, la Chapita se rallia sous la bannière des Chapiteaux. De l'autre, Laïsa resta fidèle à Elmo. La fracture créa une ouverture parfaite pour un rebondissement surprenant. En 2025, des rapports de renseignement commencèrent à faire surface, indiquant que le CJNG avait discrètement formé une alliance avec les hommes mêmes que les Chapiteaux avaient autrefois détenus en otage. Des fonctionnaires mexicains et les forces de l'ordre américaines avertirent qu'un partenariat stratégique entre le CJNG et les Los Chapitos pourrait considérablement étendre la portée et la puissance de feu des deux groupes. Des journalistes au Mexique rapportèrent des réunions secrètes entre les associés des Chapitos et les représentants d'El Farino pour négocier les termes. Le motif sous-jacent était pragmatique. Les deux camps faisaient face à un adversaire commun. Les Chapitos cherchaient le contrôle complet de Sinaloa, tandis qu'Elmo visait à affaiblir Mayo et à pousser le CJNG plus au nord. En s'alignant, chacun pouvait atteindre ses objectifs plus rapidement et plus efficacement. La rumeur finit par céder la place à la confirmation. Une vidéo circula montrant les deux groupes reconnaissant publiquement leur pacte. Des applaudissements résonnèrent alors que les chefs apparaissaient côte à côte, leur sourire masquant le froid calcul derrière ce partenariat. Dans les images, des soldats en uniforme portant des symboles et des initiales liées aux Los Chapitos et à El Eno défilaient dans un entrepôt, l'image d'un coq et d'une pizza stylisée formant un logo, un emblème bizarre mais indubitable de leur union. Ce symbole, le nom Feu Fayalzoun, devint l'insigne d'une nouvelle coalition fragile qui semblait réécrire les règles du trafic de drogue. Cette étrange tournure des événements a stupéfié les observateurs car elle transforme d'anciens ennemis en alliés fragiles. Les fils d'El Chapo, autrefois la cible de la colère d'El Eno, collaborent désormais avec lui après des années d'enlèvement et d'effusion de sang. Dans le monde fluide des cartels mexicains, les alliances sont temporaires et les intérêts permanents. La capacité d'adaptation, de changer de camp lorsque l'équilibre des pouvoirs l'exige, est devenue la compétence la plus précieuse pour ceux qui prospèrent dans l'ombre. Les implications sont vastes. Un partenariat qui rassemble les prouesses militaristes du CJNG et la position enracinée des Los Chapitos à Sinaloa pourrait créer une nouvelle force formidable qui non seulement dominerait le couloir occidental, mais exercerait également une influence sur l'ensemble du pays. Les anciennes lignes qui divisaient autrefois les factions des cartels s'estompent à mesure que le pragmatisme l'emporte sur la loyauté. Les Chapitos, avec leur jeunesse et leur ambition, apportent une énergie nouvelle et de nouvelles connexions, tandis qu'El Eno offre l'expérience et un réseau de contacts qui peuvent être utilisés pour réprimer les rivaux. Pendant ce temps, la guerre interne au sein du cartel de Sinaloa continue de couver. La faction fidèle à Elmo, souvent appelée Laïsa, fait face à une pression croissante de la part des Chapitos et du CJNG. À mesure que chaque camp consolide son pouvoir, la possibilité d'émergence d'un troisième acteur, imprévu, devient plus probable. La volatilité de la pègre garantit que les alliances formées aujourd'hui pourront se dissoudre demain, remplacées par de nouveaux accords qui reposent sur les mêmes vérités fondamentales, la survie, le profit et la quête incessante d'avantages. Dans ce nouveau paysage, l'histoire des fils d'El Chapo et de leur relation avec El Eno sert de rappel frappant que les plus grandes batailles du trafic de drogue ne se mènent pas seulement à coups de balles, mais aussi avec stratégie, négociation et la volonté de se réaligner lorsque la balance penche. Leur récit, autrefois une narration de trahison et de vengeance, a évolué en une étude de cas sur la manière dont d'anciens adversaires peuvent devenir partenaires lorsque les sables mouvants du pouvoir l'exigent. L'héritage de cette nuit d'août, l'enlèvement qui a tout déclenché, résonne maintenant dans une nouvelle ère où les frontières entre ennemis et alliés sont continuellement redessinées dans la quête de la domination.